Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Juriste, socio-anthropologue, experte en genre et développement, notre invitée de cette semaine est une activiste féministe qui œuvre pour l'autonomisation économique des femmes et ce, depuis une vingtaine d'années. Directrice pays de la Fondation Batonga pour le Bénin, elle est membre du réseau des femmes leaders du Bénin. Ella Wama est avec nous cette semaine. Bonjour et merci d'être là. Merci de me recevoir et bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Alors d'entrée, je suis sûre que tout comme moi, certains téléspectateurs sont curieux de savoir ce qui a été brièvement le parcours académique de Ella Wama. Merci. Je dirais que j'ai fait mes études au Bénin, précisément à Parakou jusqu'au brevet, puis je suis partie au Togo, je suis revenue. J'ai étudié le droit à l'université d'Abomey-Calavi. Je m'en suis tirée avec une maîtrise S-Sciences juridiques, option droit des affaires dans les années 96. Après cela, j'ai fait plusieurs formations qualifiantes et diplômantes en ligne, en présentiel. Et tout récemment, je me suis lancé un défi avec mes filles de faire encore un parcours universitaire. Et pour mieux comprendre la sociologie de nos communautés, je suis repartie faire un master en genre et projet de développement. C'est ça. Et je disais tout à l'heure dans tout ça que vous êtes juriste, socio-anthropologue. Et de façon terre à terre, en quoi consiste cette formation-là? La socio-anthropologie vous permet, c'est la branche des sciences humaines qui vous permet de comprendre l'homme dans son environnement, dans ses interactions. Je dirais la personne humaine dans son environnement, dans ses interactions avec les autres, les rôles de pouvoir, comment la société est organisée. Tout cela, on l'apprend dans la socio-anthropologie. Je retiens de tout ce que vous avez dit que vous avez fait quand même plusieurs études, plusieurs formations. Et là, vous êtes experte en genre et développement, activiste, féministe, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce que la formation en socio-anthropologie a un lien avec tout ça? Absolument. Pour déconstruire les normes de genre, il faut les connaître, il faut les comprendre. Pour promouvoir l'équité des genres, il faut comprendre les structures et les rôles de pouvoir dans la société dans laquelle nous vivons, afin de proposer les meilleures pistes qui s'adaptent à notre contexte. Donc, il est important pour moi, il était très important pour moi en tant que juriste, donc qui connaît déjà le contexte juridique, les lois et tout ça, de comprendre la sociologie des communautés, de comprendre les relations humaines et les rôles de pouvoir afin de les déconstruire, d'en déconstruire les pires et de promouvoir les valeurs de nos sociétés. Et on sait que ça fait au moins 20 ans que vous avez décidé de faire de l'épanouissement des femmes votre cheval de bataille. On vous sait très investi dans l'autonomisation économique des femmes, la lutte basée sur le genre et bien d'autres choses qui contribuent à l'épanouissement des femmes. Est-ce que c'est de cette formation-là que vous êtes venue, cette passion, ou vous avez vécu des situations qui vous ont peut-être motivé à vous battre dans ce domaine-là? Il faut dire que mon milieu familial m'a déjà forgé à prendre pied pour corriger les injustices de genre. Parce que j'ai pu observer depuis toute petite les traitements discriminatoires entre garçons et filles. Je retiens toujours cette phrase à l'école primaire où pour nous apprendre l'alphabet, on nous apprenait Rémi tape Fatih. Et de retour à la maison, ma mère étant mon institutrice, je lui demandais, mais Fatih a fait quoi? Et pourquoi Rémi la tape? Elle me disait, c'est pas ça qu'on t'a demandé de retenir, on t'a demandé d'apprendre les lettres I, O, A. Mais ça m'est resté, les injustices et les traitements discriminatoires qu'on vivait à l'école, en famille, dans le milieu. Et j'ai été marquée profondément, surtout par les mutilations génitales féminines dont étaient victimes mes camarades de classe. J'ai vu les femmes en prison. Tout cela, parce que mon père fut régisseur de prison civile ici à Porte-Novo même, tout cela m'a forgé. Je me suis dit, je vais défendre ces femmes. Voilà pourquoi je suis allée faire une étude en droit. Mais après, j'ai dit non. Si ces femmes sont suffisamment autonomes, il y a beaucoup de violences auxquelles elles peuvent elles-mêmes mettre fin. Et je me suis investie dans une formation qui m'a amenée à pouvoir comprendre et gérer les coopératives d'épargne et de crédit. J'ai travaillé dans ce secteur parce que la microfinance est une âme assez puissante
pour sortir les femmes de l'extrême pauvreté. Et après, bien évidemment, avec d'autres formations, je suis à même aujourd'hui d'aborder des thématiques relatives au plaidoyer, au leadership féminin africain, au féminisme décolonial, à la fin des violences basées sur le genre. Pas seulement les violences dont sont victimes uniquement les femmes. Ça persiste. Il y a des types de violences qu'on ne subit que parce qu'on est une femme. Si je prends les violences obstétricales, les mutilations génitales féminines, il n'y a pas les hommes qui les connaissent. Donc, déconstruire tout cela, promouvoir la masculinité positive, une société plus saine, plus juste, plus équitable pour toutes et pour tous. Voilà mon combat de tous les jours. Justement, parlant de tout ça, vous savez qu'ici à l'Assemblée nationale, les députés aussi sont préoccupés par l'épanouissement des femmes. Et ici, en 2021, ils ont voté plusieurs lois qui vont en faveur de la femme. Il y a par exemple la loi 2021-11 qui porte les dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe, qui protège la femme de certains faits tels que les mutilations génitales dont vous avez parlé tout à l'heure, les violences de tout genre, etc. Il y a plusieurs lois qui protègent aussi la femme contre le harcèlement sexuel, le viol, le mariage forcé. Et vous, comment est-ce que vous appréciez ce cadre juridique qui est consacré aux femmes ici au Parlement? Oui, j'ai pu constater ces dernières années qu'on a réellement connu des avancées dans le dispositif juridique de protection des femmes ici au Bénin. Et c'est louable, c'est salutaire et c'est dans plusieurs domaines. En dehors de la protection contre les violences, on a eu des lois par rapport à l'accès aux instances de prise de décision. Et lorsqu'on compare ces lois avec les autres pays qui sont proches de nous, on se rend compte que oui, nous sommes bien lotis au Bénin, mais tout ne se base pas sur le fait d'avoir un dispositif juridique bien ficelé. Vous savez, les questions de genre, on ne peut pas déconstruire, on ne peut pas réprimer les violences de genre avec le tout juridique. Une chose est d'avoir les lois, une seconde chose est de les vulgariser, une autre chose c'est d'avoir un dispositif qui facilite et qui permet réellement la mise en application de ces lois. Et je crois qu'à ce niveau, nous avons encore du chemin à faire. Et qu'est-ce que vous proposez dans ce sens? Déjà que les lois qui sont votées soient réellement portées et vulgarisées par les députés qui l'ont voté et par les organisations de la société civile. Aujourd'hui, lorsque nous parlons du viol, nous parlons du mariage des mineurs, il y a beaucoup de personnes du système, du dispositif même de protection des enfants qui ne sont pas tout à fait au parfum des dispositions de ces lois-là. Et si on ne sait pas, on va tomber sous le coup de la loi. Les lois sont là et pourtant on a des mariages de mineurs tous les jours. Et les personnes qui le font pensent bien faire, pensent faire très bien, ne savent même pas à quoi elles s'exposent. On a aujourd'hui les infractions à raison de sexe, la loi dont nous venons de parler. C'est vrai, c'est tout beau, on a criminalisé le viol sur mineur, on l'a rattaché à la criette, mais la prise en charge des victimes, des survivants de ces violences, venir même porter plainte, venir pour les audiences ici à Cotonou ou à Porto-Novo, c'est pas aisé. Donc, il y a tout un accompagnement pour huiler la machine afin que ces lois profitent réellement à l'épanouissement des femmes et au bien-être des hommes et des femmes dans la société. Je suis sûre que cette doléance n'est pas tombée dans les oreilles des sourds ou du sourd. Les députés, certainement, nous entendront et feront ce qu'il y a à faire. Mais en attendant que ces lois soient plus vulgarisées, vous savez qu'il y a aussi les pesanteurs socioculturels qui relèguent naturellement la femme au second rang. Comment réussir à transcender cette réalité-là? J'ai pu comprendre que dans notre société, les traditions ont le dos rond. On met tout ce qu'on ne veut pas voir changer sur le dos des traditions, des normes sociologiques. C'est devenu un fourre-tout qu'il faut décortiquer et déconstruire. Et nous avons encore dans notre société certaines pratiques que nous mettons sous le couvert de c'est comme ça, c'est la tradition,
qui, en réalité, il n'y a aucune tradition qui empêche. On dit les femmes n'ont pas droit à l'héritage, les femmes n'ont pas droit à la terre, par exemple. Mais lorsqu'une femme a son argent et qu'elle veut acheter une parcelle, cette tradition-là est levée. Une tradition que l'argent peut lever n'est plus une tradition. On doit réellement fouiller dans nos traditions les valeurs qui promeuvent la femme et les réhabiliter. Et nous savons qu'il y en a énormément qui ont été effacées simplement. Et nous devons accepter de franchir le pas de sortie du confort patriarcal et de concéder l'équité qu'il faut en faveur des filles et des femmes pour notre société, parce que les droits des femmes, c'est une question de droits humains, c'est un enjeu de développement. On ne peut pas continuer à se réfugier derrière des pseudo-traditions pour perpétuer des biais de genre, perpétuer des stéréotypes de genre défavorables à toute la société, des pratiques qui ne favorisent qui ne sont profitables ni à l'homme, ni à la femme, ni à la société. Les mutilations génitales féminines, elles apportent quoi? Rien qu'une cohorte de malheur. Le mariage des mineurs, elles apportent quoi? Ni le bonheur, ni une solidité familiale. Donc des pratiques rétrogrades, des pratiques de notre temps. Nous sommes à une ère aujourd'hui où ces dits gardiens des pseudo-traditions n'ont pas hésité à adopter les pratiques de la modernité, l'utilisation du téléphone portable, rouler en voiture, se vêtir et correctement. Mais lorsqu'il s'agit des droits des femmes, on dit « Ah non, il faut aller doucement. Ah non, la tradition a dit. » La tradition, vous avez consulté la tradition avant d'adopter la modernité. Avançons au rythme de notre temps. Il faut réellement qu'on se départisse de ces pratiques qui avilissent l'être humain dans sa dignité et qu'on puisse promouvoir les bonnes valeurs. Je me souviens encore que 30 ans en arrière, 40 ans en arrière, la scolarisation des filles, c'était « Ah non, il ne faut surtout pas envoyer les filles à l'école parce que ça va détruire le socle familial. » Il n'en a rien été. Donc, concédons plus de droits aux filles et aux femmes. Ce n'est qu'une question de justice sociale. C'est ça. Et est-ce qu'il y a de raisons de croire que votre combat pour la femme est purement féministe? Il faut d'abord comprendre qu'est-ce que nous appelons féministe. Une personne féministe, c'est une personne qui refuse l'exclusion et qui admet que les filles et les femmes ont les mêmes droits et doivent avoir donc les mêmes accès aux opportunités, aux ressources, à l'éducation, à l'information, au même titre que l'homme. Personne de nous n'a payé pour naître homme ou femme. C'est un accident de croisement chromosomique. Et on ne doit pas porter un fardeau parce qu'on est né fille et du berceau jusqu'au tombeau porter ce fardeau-là. C'est juste inacceptable. Donc, et féministe, toutes les personnes qui reconnaissent cette justice-là qu'il faut avoir et qui œuvrent pour cela. Et oui, je crois que nous allons continuer à œuvrer, à agir, à être des activistes tant qu'il y aura encore de l'injustice sociale chez nous. Et nous pensons que les hommes qui prônent la masculinité positive ont bien compris l'enjeu de l'égalité des genres et soutiennent notre combat, et c'est ensemble qu'on va avancer. Et justement, en parlant de masculinité positive, c'est un thème que nous entendons souvent, surtout vous, dans vos prises de parole, dans vos combats. Est-ce qu'il y a un lien entre le féminisme et la masculinité positive? Parce que Tout à fait. Vous savez, le féminisme déconstruit les masculinités hégémoniques qui s'opposent donc à la masculinité, aux droits des femmes. Les masculinités hégémoniques, la masculinité toxique, les masculinités subordonnées. Et le féminisme dit que ces hommes qui ont compris, ces hommes logiques, ces hommes normaux, qui ont compris qu'il faut faire une place aux femmes pour une complémentarité dans la société, il y a lieu de saluer leur position et de la promouvoir. Et ce n'est que ça, la masculinité positive, des attitudes, des aptitudes, un comportement, des langages qui reconnaissent les droits et l'existence des femmes comme des individus à part entière et non au banc de la société, des personnes humaines avec tous leurs droits, qui ont du potentiel, qui ont des compétences qu'elles peuvent mettre au service de la société. Et donc, ces hommes qui ont compris cela, nous disons dans notre contexte, les droits des femmes, c'est pas en opposition aux droits des hommes. Non, c'est une complémentarité entre hommes et femmes pour une société plus juste. Et donc, la masculinité positive vient en soutien à tout ce que nous faisons pour l'autonomisation des femmes et le leadership des filles. C'est ça. Ella Wama, vous savez, j'ai vu dans mes recherches que vous coordonnez également une initiative de plaidoyer Nos Voix comptent.
une initiative qui englobe une vingtaine de pays d'Afrique francophone subsaharienne. Que pouvons-nous retenir concrètement de cette initiative? Merci. Cette initiative est née dans le cadre du processus Génération Égalité. Il avait été demandé à notre fondatrice Angélique Kidjo de parler au nom des femmes africaines et elle a dit, au lieu de parler au nom des femmes, donnez la parole aux femmes pour qu'elles expriment elles-mêmes leurs perspectives et leurs besoins prioritaires. Donc, ce mouvement est né dans ce cadre-là du processus Génération Égalité pour que dans les grandes instances de prise de décision mondiale, la voix des filles et des femmes d'Afrique francophone subsaharienne puisse compter, pour que nos perspectives et nos priorités puissent être entendues et prises en compte. Il y a déjà la barrière linguistique qui fait que, en tant que francophone, on est peu entendu. Notre position géographique en tant que pays de l'Afrique de l'Ouest, encore moins. Et il faut bien évidemment qu'on marque que nous existons et qu'il faille tenir compte de nous, de nos priorités, de nos perspectives et non qu'on nous impose des points de vue qui ne sont pas les nôtres dans notre marche féministe. Tenir compte de nos réalités pour s'exprimer. Absolument. Okay, à tout ceci s'ajoute la Fondation Batonga dont vous êtes la directrice pays, la directrice au plan national. Déjà, il faut rappeler que c'est une fondation voulue et créée en 2006 par la diva Angélique Kidjo. Et quels sont les défis auxquels cette fondation est confrontée en ce moment? Merci. La fondatrice Angélique Kidjo a toujours eu à cœur l'épanouissement des filles et des femmes d'Afrique. Et elle a mis en place cette fondation dont la vision, c'est un monde plus sain, plus juste, où les filles et les femmes sont épanouies et sont en sécurité. Donc, au quotidien, nous œuvrons pour l'autonomisation économique des femmes les plus difficilement accessibles de notre pays et pour développer le leadership des adolescentes. Donc, nous avons mis en place des espaces sûrs où les adolescentes réunies au sein des clubs de leadership sous le mentorat des jeunes femmes dynamiques de nos communautés que nous appelons les mentors renforcent leurs compétences de vie et leur capital social pour devenir les agents de changement de leur propre vie et de la vie de leur père. Et les jeunes femmes réunies au sein des cercles d'affaires mènent des activités génératrices de revenus, mais gagnent aussi en confiance en elles pour décider de leur vie, de la vie de leur communauté. Et tout cela avec le soutien des hommes et des garçons engagés pour l'égalité des genres des femmes. Et j'ai bien envie de vous demander, est-ce que durant avec toutes ces années d'expérience, toutes ces années de combat, cette fondation de Angélique Kidjo, est-ce que vous pouvez dire que les lignes ont bougé en matière d'épanouissement des femmes depuis toutes ces années? Les lignes bougent et continueront de bouger. Nous en avons la preuve tous les jours. Le nombre de femmes qui s'accroît dans les espaces de prise de décision, le nombre de filles et de femmes scolarisées, le pouvoir des femmes dans le secteur économique, le pouvoir des femmes dans tous les secteurs. Aujourd'hui, il n'y a pas un secteur de notre vie économique où vous ne retrouverez pas des femmes. Les lignes bougent. Elles continueront de bouger, mais nous avons encore beaucoup à faire, surtout en matière de déconstruction de certains stéréotypes défavorables à l'épanouissement de la femme. Nous avons encore beaucoup à faire pour réduire la prévalence de la violence basée sur le genre dans notre société. Mais oui, nous sommes confiants. Vous constatez qu'il y a de plus en plus de jeunes filles et de jeunes hommes qui s'engagent dans cet activisme-là. Oui, les lignes bougent et continueront de bouger. Et parlons des défis qui restent à relever. Quelles sont les perspectives que vous comptez mettre en œuvre, par exemple, pour relever les défis majeurs? Le premier, c'est bien évidemment de continuer avec la communication pour un changement de comportement social pour que les gens comprennent et adoptent les bonnes aptitudes. La seconde, c'est continuer à promouvoir la masculinité positive. Nous avons besoin, les hommes et les femmes, d'avancer ensemble. Et le troisième, bien évidemment, de continuer à renforcer l'autonomisation économique des femmes. Vous savez, le pouvoir financier, c'est l'arme d'assujettissement la plus efficace que le patriarcat utilise pour maintenir les femmes sous domination. Donc, il est important. Si nous avançons avec l'objectif de développement durable numéro 5, nous aurons pu atteindre les autres objectifs de développement durable et nous aurons réduit considérablement les inégalités de genre dans notre société. Plus de 20 ans d'expérience dans le domaine, est-ce que vous particulièrement, il vous est déjà arrivé de vivre une situation difficile en raison de votre sexe, par exemple?
Bien évidemment, nous sommes stigmatisés tous les jours au quotidien. Lorsque vous êtes une femme qui réussit, qui réalise des prouesses, on ne se dit pas elle est intelligente, elle pouvait le faire, mais on se dit elle a sûrement bénéficié de facilité. On la non-valorisation. On ne reconnaît pas notre potentiel à sa juste valeur. Et ça, nous le vivons au quotidien. On ne nous prend pas toujours pour ce que nous sommes en tant qu'être humain, mais avec ce regard de c'est juste une femme, comme si nous commandions les faveurs alors qu'il n'en est rien. Oui, c'est cela. Et pire encore, lorsque vous êtes une activiste, on vous stigmatise tout de suite. On se demande si vous pouvez mener une vie de famille épanouie. On vous attaque dans vos derniers retranchements, mais ça ne m'a jamais émoussé. Au contraire, ça me motive parce que ça me galvanise. Je dis, ça veut dire que j'ébranle des certitudes. Je suis sur la bonne voie et je continue de faire, je continuerai de le faire tant que j'aurai de l'énergie. Peu importe le regard des autres. Bien évidemment. Et pour une combattante que vous êtes, c'est évident que vous soyez au four et au moulin à plein temps. Mais pendant ce temps, comment s'en sort la famille, les enfants? Bien sûr que vous êtes mère de famille. Comment est-ce que vous vous en sortez? Vous voyez les triples rôles que notre société a dévolus aux femmes, le rôle productif, reproductif et communautaire, fait qu'on pose souvent ces questions aux femmes, on ne les poserait pas aux hommes. Il n'y a pas d'inadéquation ou d'incompatibilité en tant que femme à mener une vie sociale et une vie professionnelle entièrement remplie. Je suis mère de famille, je suis femme au foyer depuis plus de 31 ans et j'allie très bien ma vie privée et ma vie professionnelle. Mais comment cette liaison se fait? Quel est votre mode d'organisation? Il faut justement, c'est cela, se planifier, connaître ses limites et s'organiser. Et lorsque vous avez le soutien de votre famille, c'est plus facile. Il n'y a pas d'incompatibilité. Il faut choisir ses priorités, choisir ses loisirs, organiser son travail de sorte qu'il n'empiète pas sur la vie de famille, organiser aussi sa vie de famille, qu'elle n'empiète pas sur la vie professionnelle, trouver l'équilibre entre les deux et se dire je suis mère, je suis travailleuse, je suis activiste et tout cela c'est moi, le tout forme moi. Moi aujourd'hui je ne peux pas vivre seulement d'une vie professionnelle sans une vie familiale, je ne peux pas vivre une vie familiale sans une vie d'activisme, c'est le tout qui forme qui je suis et je me suis épanouie dans ce que je fais. Je suis sûre que quelque part, il y a une jeune fille qui nous suit en ce moment et qui voudrait peut-être avoir le même parcours que vous, devenir une combattante comme vous. Quels sont les leviers phares qu'elle doit peut-être prendre en compte pour réussir sa vie? Merci. Le premier, c'est de savoir qui elle est, ce qu'elle vaut et qu'est-ce qu'elle veut faire. Et de ne pas se laisser ébranler. Il faut être mentalement solide. Accepter d'être stigmatisé parce que si vous faites ce que tout le monde fait tous les jours, vous n'allez pas vous démarquer, vous n'allez pas marquer votre époque et surtout rester focus sur son objectif, se cultiver suffisamment dans ce qu'on veut faire, obtenir le mentorat ou l'appui des aînés qui l'ont déjà fait pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et avancer. Je dis souvent aux jeunes filles, ne me dites pas que vous voulez juste être comme moi. Dites-moi que vous voulez faire plus que moi et je serai prête à vous tendre la main pour que vous fassiez plus que moi parce que notre fierté, c'est de nous assurer que la relève est assurée. C'est bien ça. Oui. Et là, vraiment, nous tendons vers la fin de cette émission. Le temps imparti à cette émission Femme Leader est en train d'arriver au terme. Et avant de clôturer cette émission, je voudrais bien savoir, si on vous demandait de nous donner les 3 premiers adjectifs qui vous qualifient le mieux, lesquels seraient-ils? Enfin, c'est de petites questions que j'appelle rituelles sur cette émission qui n'ont rien à voir avec le cadre professionnel. Je dis allergique à l'injustice, entièrement ancrée dans l'égalité des genres et la discrétion. Discrétion. Oui. Et agir efficacement. Dans la discrétion. Dans la discrétion. C'est ça. Et si vous étiez demandé de dire un de vos défauts que vous souhaitez bien peut-être corriger, lequel serait-il? C'est mon intolérance à l'injustice. Ça, je dois pouvoir, mais je ne pense pas que je vais y arriver. Mon second défaut, c'est peut-être parce que je parle trop et trop souvent genre. Est-ce que l'intolérance à l'injustice est un défaut?
Pour certaines personnes, parfois, oui. Mais pour moi, je dis, on me le reproche souvent, mais je me sens à l'aise dedans. C'est mon défaut mignon. Votre péché mignon? Oui. C'est ça. Et quel est ce repas préféré que Ella Wama aime beaucoup consommer? L'igname pilé. L'igname pilé avec une bonne sauce de légumes. De légumes, pas d'arachide? Hein? Non, pas d'arachide, mais de légumes. Et est-ce que vous aimez la musique? Bien évidemment, j'adore la musique d'Angélique Kidjo. C'est ça. Et si tout de suite on devrait vous assimiler à un instrument de musique, lequel serait-il? Un piano. Un piano, pourquoi? Plusieurs sons, il ne faut jamais penser qu'on détient la vérité, la seule vérité. Apprendre à relativiser, écouter les autres sons de cloche, c'est cela qui fait l'harmonie. Et j'aime le piano pour ça. Vous disiez tout à l'heure que vous aimez beaucoup la musique d'Angélique Kidjo. Est-ce qu'il y a une musique préférée d'elle, une chanson préférée d'elle que vous aimez le plus? C'est celle qui a donné naissance au nom de la fondation, Batanga. Un petit son? On voudrait bien entendre votre belle voix. Je ne chante pas forcément bien. Vous ne chantez pas forcément, ok. J'aime predonner. D'accord. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Ella Wama, vos impressions? Merci à vous pour ce travail formidable que vous faites de ne pas invisibiliser les femmes et de mettre en lumière certaines femmes parce que la jeune génération en a besoin. Les jeunes ont besoin de s'inspirer de modèles. Et lorsque les jeunes n'ont pas connaissance de modèles dans leur environnement, ils et elles vont chercher des modèles qui ne cadrent pas forcément avec leur contexte. Merci donc pour ce travail formidable que vous faites et je reste persuadée que ensemble nous allons réussir à lever les barrières à l'autonomisation des femmes. Ensemble nous allons déconstruire les stéréotypes de genre et que résolument la société béninoise deviendra une société harmonieuse pour les filles et les femmes. Merci infiniment Ella Wama Mara d'avoir été sur ce plateau de Femmes Leaders et c'était un plaisir d'avoir échangé avec vous sur votre parcours. Ainsi s'achève donc cette émission, mesdames, messieurs, vous l'aurez compris. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés durant toute cette émission. Je vous retrouve bientôt pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.